Salut, du coup c'est Zach, là je suis chez mon pote Bastien chez qui on a tourné la vidéo. Voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu le contexte. En gros c'est un exposé qu'on a fait en deux parties. Il y a une partie à moi et une partie à Bastien qui est dans la description je crois. Sur les façons dont on a de décortiquer l'humour, enfin de toute façon vous verrez comment ça se passe. Donc voilà, la partie numéro 1 c'est moi, c'est cette vidéo là, et la partie numéro 2 c'est Bastien qui a fait sa propre interprétation lui-même. Et donc voilà, là il est là-bas, il est en train de pisser ou de chier ou je sais pas faire quoi, enfin bref. Ou de se raser. Voilà, du coup j'espère que vous apprécierez bien la vidéo et abonnez-vous, partagez à vous, bref. Alors, attends, où sont mes notes? Voilà, alors, clap, non, pas besoin de clap parce qu'il n'y a qu'un seul enregistrement, de toute façon on s'en fout. Alors, salut à tous et bonjour à tous les abonnés de la chaîne. Aujourd'hui je me retrouve pour un petit exposé un petit peu spécial puisque je suis présent pour un petit exposé chez mon ami Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors voilà, déjà pour le petit contexte pour les gens qui nous suivent sur le live, il n'y a pas de live du tout en fait, hein, c'est préenregistré. Alors en fait avec mon ami Bastien ici présent, on a eu depuis l'été dernier une petite idée, à savoir de faire des présentations, un peu type exposé sur des thèmes ou sur des réflexions qui nous sont personnelles et qui nous sont passionnantes ou pertinentes, dans une forme comiquement formalisée, à savoir celle de faire des exposés PowerPoint comme des vieux cadres suifs de merde. Et voilà, donc bon, une forme comiquement travaillée, bon, qui puisse travailler sur la forme que sur le fond, comme vous allez voir. Donc, alors de quoi ça cause aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la thématique c'est l'humour est une chose trop sérieuse pour la confier à des rigolos. Donc c'est une citation de Gottlieb d'Alain Bric-à-Brac pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors dans cet exposé, je vais m'occuper de en quelque sorte de décortiquer ce qui selon moi, donc c'est vraiment une réflexion purement empirique et personnelle sur les différentes façons de décortiquer les formes d'humour, ce qui fait une blague, ce qui rend une blague drôle, en quelque sorte. Alors voilà, donc la question, voilà, pourquoi décortiquer l'humour? Je considère que voilà, c'est une réflexion qui à la base me venait d'anciens amis de fac qui considéraient que, comme pour toute forme d'art, la production humoristique nécessite un bien grand mot, au moins une base théorique afin de mieux exécuter et de faire des blagues qui sont plus drôles. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en ai remarqué, depuis que je sais ce qui me fait rire, voilà, en tout cas, depuis que j'ai à peu près appris à décortiquer mes formes d'humour que je trouve pertinentes, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus pertinent de faire des blagues que je trouve drôles. Ah oui, aussi j'ai oublié de le mentionner, mais la plupart des illustrations qui seront présentes sur ces slides proviennent d'images de montage à la con de internet, en fait. D'une part parce que c'est plus pratique de mettre des images quand on veut montrer sur des slides, sur un exposé, sans qu'il y ait du son par-dessus. Et d'autre part parce que voilà, qu'avec Bastien c'était un peu les ressources qu'on avait à disposition les plus immédiates et les mieux facilement illustrées dans notre tête, mais évidemment ce sont des réflexions qui peuvent être illustrées, d'ailleurs justement j'en parlerai un petit peu, illustrées par des médias et des formes d'illustration totalement différentes. Donc ici les trois différents grands critères que j'ai su déceler de ma propre réflexion, à savoir numéro 1, faire blague consiste à créer un décalage, également un critère de concision, de faire des blagues, souvent les blagues les plus courtes sont les meilleures, et troisièmement de toucher à un point sensible de l'auditoire. Donc attention, voilà, juste je tiens à préciser que la théorisation de l'humour et de ses mécanismes, c'est quelque chose qui a été étudié par des philosophes et par des sociologues depuis bien longtemps, Aristote, Bergson, etc. Moi j'ai rien lu de tout ça, d'accord? J'ai rien lu de tout ça et je compte pas le lire, en fait, moi vraiment j'en ai rien à faire. C'est des réflexions qui sont vraiment uniquement personnelles et voilà, qui se prennent pas vraiment au sérieux, donc voilà, tu en penses ce que tu veux finalement. Alors, une question? Ouais, je me demandais si cette conférence allait être interactive. Est-ce que je peux me permettre de t'interrompre à des moments? Si tu veux m'interrompre, ouais, vas-y, ouais. Non, c'était juste pour demander ça. Ah d'accord, c'était une sorte de... C'est un peu méta comme réflexion. C'est une sorte d'avis, ouais. C'est une méta-question, d'accord, pas mal. Alors, dans un premier temps, on va traiter du critère de décalage. Je sais pas si tu veux peut-être approcher l'écran, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'écran, et les gens dans le live, vous pourrez faire pause si vous voulez. Qui considère que... en fait, il y a un terme que j'aime beaucoup en sciences humaines et sociales, c'est le terme de syncrétisme. Donc le syncrétisme, ça se décrit comme prendre deux influences qui soient culturelles ou religieuses ou autres, et de les associer entre elles pour créer quelque chose de nouveau. Donc, syncrétisme, S-I-N-C-R-E-T-I-S-M-E.
comme autisme, mais tu mets syncre au début, enfin bref, aucun rapport. Okay. Et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible par exemple, qui prend des influences de plein de différentes religions antiques, ou dans des imaginaires de fiction, comme l'heroic fantasy, qui va s'inspirer à la fois du lore médiéval franc ou anglais, et qui va l'imaginer avec, qui va le relier avec des références beaucoup plus récentes. Et en l'occurrence ici, les exemples qu'il a choisi de prendre, ça va être celles qui vont mélanger deux fandoms ou deux centres d'intérêt, qui sont a priori radicalement étrangers. Donc souvent, ce qu'on voit ici comme PNL, c'est ça comme truc qui apparaît, ça va être des thèmes qui sont a priori, enfin qui sont catalogués comme intellectuels ou comme comme intellectuels ou comme savants, avec des références beaucoup plus profanes et régressives. Par exemple, ici, on va avoir les chanteurs de PNL qui sont associés à des grands penseurs du communisme, ou Albert Camus qui lit une bande dessinée de Garfield. Enfin voilà, c'est rigolo parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et puis vraiment, voilà, quoi, ça questionne sur notre façon de percevoir la culture, enfin bref, je sais pas quoi dire là-dessus. Et voilà, quoi, c'est marrant parce que c'est des choses qui n'ont rien à voir entre elles, du moins sur le fond. Voilà, c'est deux thématiques de fond qui n'ont rien à voir entre elles. Et ensuite, voilà, également, en plus que sur le fond, on peut aussi retrouver des décalages sur la forme. Donc c'est-à-dire sur le ton employé entre les différentes composantes de l'image ou les différentes composantes de la blague. Voilà, par exemple, associer ici un canevas, donc un template numéro 1, avec un fond ou un discours numéro 2, qui sont a priori radicalement opposés. Donc ça peut être, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les détournements de répliques de films. On va prendre des personnages d'un film et puis on va leur faire dire des choses un peu débiles, dans les YouTube books sur internet, dans l'humour qu'on appelle méta ou un peu quatrième mur, ou voilà, par exemple ici dans ce cadre-là, ça va être de prendre deux émotions qui sont très différentes, par exemple quelque chose de plus agressif, ici le petit squelette qui parle, une forme très agressive, pourtant il dit un truc totalement adorable, par exemple. Tout l'inverse avec Panoramix. Oui, voilà, c'est ça, Panoramix, on attend qu'il soit raciste, alors qu'en fait, non, il dit juste voilà, qu'il soit raciste, catholique, etc., alors qu'en fait, non, justement, il attaque le catholicisme de cette manière-là, enfin, c'est un peu rigolo. Et donc voilà, c'est quelque chose, c'est plus un décalage sur la forme plutôt que sur le fond. Ensuite, donc, on parlait du décalage, mais un deuxième critère, celui de s'exprimer avec concision. Donc, il y a Boileau qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, je sais pas ce qu'il a dit autour, enfin je m'en fous honnêtement, c'est pas très grave, mais ce que je trouve aussi pertinent, c'est de considérer que l'inverse est aussi vrai, à savoir ce qui s'énonce clairement va bien se concevoir de la part de l'auditoire. Donc on dit souvent que voilà, la delivery, donc la façon de dire la blague, c'est une grande partie ça constitue une grande partie du succès en fait de la blague. Voilà, quand on fait une blague, ici voilà, il faut pour éviter l'écueil, pour éviter le grand flop de l'incompréhension de l'auditoire, il faut éviter de diluer la punchline ou de la diluer dans une forme qui est vraiment surfaite et clarifier toute ambiguïté sur le cœur de la blague. Donc c'est ce qu'on, donc voilà, de ne pas s'embarrasser avec des fioritures. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec des formats qui sont très minimalistes, comme le format du tweet typiquement, qui demande l'exercice un petit peu sportif, un petit peu technique de faire une blague extrêmement efficace en moins de, avant c'était 140 caractères. Et voilà, de vraiment de savoir calibrer chacun des mots qui est utilisé afin que paf, ça fasse un impact chirurgical sur l'auditoire. Ce qu'on retrouve également avec des formats de mèmes ou avec des formats de webcomics qui peuvent être très minimalistes justement, et qu'il faut avoir vraiment un nombre extrêmement réduit de composants afin de, voilà, on sait au moins où est la blague. Même si on n'a pas forcément, ça c'est une autre question, justement, j'y reviendrai un petit peu après. Et également, ce qu'on peut avoir au niveau de la concision, ça va être de n'exprimer qu'une partie de la blague afin que l'auditeur puisse induire la suite. C'est-à-dire laisser au destinataire le plaisir de trouver la fin de la blague ou de comprendre le contexte. Donc voilà, quand par exemple on dit une petite partie de la blague et que c'est soit l'imagination ou l'intellect ou la culture générale de l'auditeur qui va se dire « Ah, effectivement, c'est bon, j'ai un petit peu compris la fin de la blague ». Donc ça, c'est des choses qui sont, voilà, un peu le risque de basculer un peu trop dans le cryptique. Ça dépend de l'auditoire. C'est lui un petit peu, finalement, un peu l'auteur de la blague, parce qu'il peut lui-même désigner ou induire le contexte, finalement, et se dire « Ah, c'est marrant, parce que j'ai un peu compris, j'ai un peu construit moi-même aussi la fin de la blague ». Et puis voilà, c'est toujours un petit plaisir, finalement, de la part de quelqu'un qui reçoit une blague, qu'il le construise un petit peu lui-même. Et justement, on y arrive... Du coup, là-dedans, il y a aussi le risque que... Enfin, c'est un risque, mais il peut y avoir différentes couches de compréhension aussi du même, différentes réapparitions humoristiques, si je peux me permettre, de l'humour.
Et qui sont pas forcément... si elles sont pas explicitées, du coup, ça... Oui, ça peut donner lieu à tout un tas de... D'interprétation, c'est ça, oui. Bon voilà, après si en tant qu'auteur t'as une interprétation que tu souhaites donner, bah après voilà quoi, le mec ou la meuf qui dit ça, bah soit elle comprend pas, soit tac, elle a le bon cheminement de pensée pour comprendre là où tu vas en venir, et c'est marrant. Et voilà quoi, il y a encore le risque là de, c'est que tu assumes que la personne en face, elle ait les bonnes références culturelles, les mêmes références culturelles, les mêmes façons de concevoir l'humour que toi. Bon voilà quoi, ça c'est encore un petit risque, mais dès que ça marche bien. C'est un peu ce que j'illustre là ici dans la petite partie en haut à droite, c'est que si tu fais une blague de niche, bah, si l'interlocuteur la comprend pas, bah c'est paf, c'est fini, tu finis dans l'œuf, tu peux aller repartir chez toi. Par contre, si l'auditoire le comprend, là c'est bon, paf, t'as tout gagné, jackpot. Voilà, donc c'est un petit peu une sorte de pari à faire là-dessus. Ok, est-ce que c'est un jeu à somme nulle ou pas? C'est en fait c'est adapté du. En fait je l'ai fait moi-même. En fait l'image ça vient de la page Wikipédia du pari Pascal, hein, tu sais. Parce qu'il parie que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Donc après voilà, vu qu'il y a des infinis et des moins infinis, c'est pas forcément à somme nulle parce que bon c'est pas des choses qui s'additionnent si t'es un peu matheux. Mais voilà quoi, c'est quand même un pari à faire. C'est un jeu à somme non dénombrable. Ouais. Je sais pas si ça a un sens. Ouais, c'est un jeu à somme indéfinie, c'est toi qui vois honnêtement vraiment, il n'y a pas de... ensuite tu disais quoi du coup ouais voilà, donc là ici je parlais de s'appuyer également un petit peu sur la culture de l'auditeur, et on arrive justement au troisième point qui est celui de toucher un point sensible de l'auditoire. Donc Desproges, le grand Desproges, regretté Desproges, disait qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc bon, évidemment, dans son contexte, il voulait dire qu'il voulait pas rire avec Jean-Marie Le Pen à la télévision, et bon, on va ici rester un petit peu sur la première lecture, un petit peu droitardée par défaut de Desproges, en signifiant que ici, en fait, on veut s'adapter à l'auditeur en prenant un élément qui soit relatable, qui soit identifiable, et qui soit personnel. À savoir que, bah voilà, si je fais une blague à quelqu'un, et qu'il la comprend, ça ne veut pas forcément dire que la personne à côté elle va la comprendre. Et la personne à côté, bah, je vais pas lui faire la même blague parce que sinon ça marchera pas. Donc ça effectivement. Une culture commune en fait, on se base sur un preset, un template qui permet ou des habitudes de vie issues de notre culture, comme boire du café. Oui c'est ça, bah justement là j'y viens justement effectivement. C'est que ça va être quelque chose de. Bah, soit on peut avoir effectivement ce qu'on va avoir sur la gauche, quelque chose qui est relatable pour tous. C'est justement ce qui a fait un peu le succès du format du podcast sur YouTube au début des années 2010, c'est que, voilà, ou même de la série Bref, qui a connu une seconde saison récemment, c'est que en illustrant des situations qui sont familières pour tous, l'auditoire le grand public va facilement pouvoir se dire waouh, c'est trop moi sur l'image, sur la vidéo, comment il raconte le truc, le podcast et tout, c'est rigolo. Et donc voilà, c'est un humour qui est relatable et donc qui peut faire mouche auprès du grand public. Du coup, c'est cette manière-là. Mais c'est également même le principe même d'un template, si on parle de template de mème pour les blagues sur internet, c'est tu ris parce que c'est un format que tu as déjà vu, que tu le reconnais, tu l'as déjà vu avant, et tu dis ah c'est bon, j'ai la ref, du coup c'est un template que je connais et du coup ça va être drôle. Donc voilà, ça consiste en fait à partir d'une œuvre culturelle précise, à savoir soit une réplique de film, ou ici une bande dessinée si on parle de Garfield, ou par exemple d'une vidéo virale sur internet, de prendre de construire une référence dans cette œuvre précise et de la transférer vers le corpus culturel général de l'internet. Voilà, à savoir que maintenant les gens qui sont venus avec faire des blagues sur internet, ils connaissent cette réplique de film, ils connaissent la ref de cette vidéo virale, et donc forcément dès que tu vas réutiliser ce template là, c'est bon, ça va faire mouche parce que le mec sur internet il va la comprendre. Donc voilà, ça reste comme quelque chose d'assez syncrétique, ça crée des choses qui sont très syncrétiques, on peut plus en parler plus tôt. Et donc voilà, pour continuer un peu sur le thème des templates de mème, parfois, ce qui est formidable avec ça, c'est que parfois on n'a même pas besoin de comprendre la ref. C'est qu'on peut, de manière inconsciente, la supposer et en rire tout de même. Par exemple, là ici, ce qu'on va avoir, ça va être, ce que j'ai trouvé comme exemple, c'est des références à Deleuze, ou à la philosophie continentale, ou à la politique québécoise. Moi, j'ai rien compris, mais ça me fait quand même ultra rire. Parce que je me dis, le mec, il a voulu dire quelque chose derrière, et juste, même si j'ai pas le fond, c'est quand même très bien exécuté, et je peux supposer de manière abstraite et indistincte, c'est quoi le truc de la blague, en fait. Même si je l'ai pas, ça me fait quand même beaucoup rire. Donc, voilà, et donc, pour revenir sur le côté un peu relatable, si on pousse le curseur du relatable personnel à l'extrême,
on arrive sur ce qu'on appelle les private jokes. Les private jokes, c'est les blagues que tu vas avoir avec un ami ou avec quelqu'un proche de la vraie vie que tu connais vraiment, et c'est des blagues qui vont avoir du sens que entre vous. Tu ne pourras pas la dire à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est même pas besoin de spécialement faire un d'effort sur la forme, c'est juste, c'est drôle parce que c'est de niche, parce que c'est la blague que j'ai avec mon pote, ou avec les gens de ma fac, ou avec, je sais pas, n'importe quoi. Donc là, ici, j'ai mis plein d'exemples de trucs qui sont en lien avec l'école dans laquelle on était, Bastien, donc des créations audiovisuelles, ou des créations, des montages photos, ou des créations sonores qui, finalement, n'avaient pas spécialement besoin d'être bien faites, ou d'être extrêmement bien exécutées comme quelque chose que tu peux trouver auprès du grand public, mais juste, voilà, quoi, c'est bien parce que c'est mon pote qui a fait le truc, du coup c'est rigolo, et du coup je trouve ça bien fait, quoi. Vraiment, ça va pas spécialement plus loin que ça. Donc voilà, ici là j'ai mis plein de petits exemples que les gens sur YouTube vont comprendre ou pas selon qu'ils voient la retransmission du live, c'est pas un live encore une fois. Ici voilà, on revient un petit peu sur le sommaire. Donc là ici on a parlé des 3 critères que j'ai trouvé moi-même, que je réfléchis un peu moi-même de mon côté. Maintenant, qu'est-ce qui se dit maintenant généralement de façon académique ou de façon plus par des gens qui sont pas moi, en quelque sorte. Donc voilà, comme j'ai dit, voilà, il y a plein de philosophes, plein de sociologues qui sont attaqués à cette question-là, savoir quels sont les mécanismes derrière l'humour, voilà, selon les personnes, selon les groupes de personnes, etc. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment lu ça. À part une chose, c'est que en fait, je suis allé au collège en 5e et j'ai eu des cours de français dans lesquels on a parlé des procédés comiques au théâtre, et donc c'est les seules choses dont je pourrais parler un petit peu un minimum académique, on va dire. Je vais finir du coup sur les différents. Essayer de relier un petit peu ces procédés-là avec ma classification, ce sera un petit peu la dernière partie. Ici, on va avoir dans les différents procédés qu'on peut retrouver au théâtre. Donc là, si voilà, je prends une classification déjà faite et que tout le monde à peu près, je pense, va connaître ici si vous allez au collège en France. Dans le comique de geste, consiste à avoir des mouvements ou des gestes justement qui sont extravagants ou un petit peu violents, ce qu'on retrouve dans le burlesque, ce qu'on retrouve dans le cartoon, ce qu'on retrouve dans le théâtre de Guignol par exemple, à savoir que c'est rigolo parce que bim bam boum, il y a des trucs qui explosent à l'écran et du coup ça nous fait rire, voilà. Le clown aussi, c'est un peu ça. Ouais, le clown, exactement. Exagérer des émotions. C'est ça, c'est vraiment pousser des émotions et des formes de visage un petit peu à l'extrême. C'est rigolo parce que voilà, ça va très loin. Et en fait, lorsqu'on pousse ça encore plus le curseur à l'extrême, on peut se retrouver vers de l'humour, voilà, parfois un peu ce qualifié de crade ou de beauf ou de régressif. Et en l'occurrence, moi je sais que même si j'aime bien les blagues qui sont un petit peu expérimentales et un petit peu, je vais pas dire intellectuelles ou quoi, mais voilà, qui vont un petit peu dans tous les sens. Parfois, voilà, je sais que de l'humour un petit peu très terre à terre et très agressif, des fois ça suffit finalement à me faire rire. Et tu as une remarque ? Non, là non. Je pensais au même de Shrek. C'est des trucs qui me font rire parce que je sais pas dire exactement pourquoi, mais j'ai un peu associé ça dans ma tête à ça. Et même un peu débile, un peu poussé à l'extrême certains points. La figure de l'ogre, du crade. Ouais, parce que c'est justement là en fait ça vient au niveau du trait de personnage. Ça c'est un autre type de comique, c'est que on va avoir un personnage qui va avoir des traits de caractère qui sont exagérés, ce qu'on retrouve dans la satire, ce qu'on retrouve dans effectivement les figures un petit peu mythologiques, c'est des gros monstres du coup qui sont un peu poussés à fond. Et voilà, là j'ai pris l'exemple de personnages dans les podcasts qui sont utilisés pour faire des archétypes de personnages, pour les faire interagir dans des situations qui sont facilement identifiables par tous. Ce qu'on peut retrouver également, ça va être d'avoir des personnalités, deux types de personnalités qui sont a priori antagonistes et qui vont se retrouver confrontés. Là j'ai pris l'exemple de OSS 117 dans lequel on a le protagoniste qui est, il est un petit peu macho, il fait des blagues à la con, il est un petit peu bébête et tout, et puis il va se retrouver en binôme avec souvent une femme, justement assez souvent le thème de le garçon qui est un peu bébête et qui est un peu beauf, et puis la femme qui je suis la femme, je suis intelligente, et puis je dis au mec d'arrêter de faire des blagues à la con. Bon, ça c'est une autre question qui peut se... Un trope. Ouais, c'est un trope parfois un petit peu discutable, et voilà, donc c'est ici avoir deux personnalités qui sont opposées, et puis ça va être rigolo parce que vont se confronter entre elles. Ce qu'on retrouve dans les duos comiques, dans les one-man shows, à la télévision, ailleurs, etc. Et ensuite, pour revenir rapidement sur cette slide là, le comique de situation,
qui peut soit se retrouver drôle parce que c'est un retournement de situation, donc ça crée un décalage, CF le point précédent, ou alors c'est une situation qui est drôle parce que c'est une anecdote ou une private joke de mon pote, mais c'est pas suffisamment exceptionnel en tant que tel, juste que c'est arrivé à mon pote, du coup c'est rigolo, et c'est une situation qui est rigolote. Ou également le comique de mots qui consiste soit d'une part à faire des jeux de mots et à essayer de décortiquer, à tordre un petit peu le langage dans tous les sens. Ouais, c'est ça, tordre le langage, c'est faire des jeux de mots et des choses qui sont pas forcément attendues. Et également, si on veut revenir sur le côté un peu relatable, l'argot en tant que tel, c'est-à-dire l'argot soit qu'il y a une classe sociale ou à une classe professionnelle par exemple, ou n'importe quel type de groupe, un langage technique. Ouais, c'est ça qui est considéré comme un symbole d'appartenance parce que il y a que j'ai la ref en fait à ce que tu me dis, le mot que tu utilises, je le comprends parce que c'est aussi dans mon argot, et donc bon là ça c'est un petit peu de la question de l'humour. Et mon procédé comique, l'un de mes préférés, c'est celui du comique de répétition. Donc celui-ci il est très relié au comique de geste, parce que voilà, un geste répété plusieurs fois c'est rigolo, ou au comique de mots. Parce que quand tu vas avoir une blague que tu répètes plusieurs fois et que tu tords de manière un peu itérative. Donc c'est quelque chose qu'on peut considérer comme qui va généraliser un petit peu tout ce que je disais sur le point sensible de l'auditoire, à savoir que le comique de répétition, dans le comique de répétition, en fait l'élément relatable ou relatable par le destinataire, il va avoir été introduit au préalable. Je le dis une fois à machin, et en fait je leur dis une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et là il va se dire ah effectivement c'est bon j'ai la ref, on l'a déjà dit avant. Et donc en fait c'est ça qui va être drôle finalement. Donc voilà, une fois qu'on a la ref, que ce soit une réplique de film ou une blague ou un template sur internet, une template de même sur internet, du coup ça va être hop, c'est bon, c'est parti, la blague marche bien. Donc c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à l'émergence d'un humour référencé, comme j'ai dit, et également dans le cas de du coup mon pote Bastien ici présent, la construction d'une amitié, c'est une amitié qui est très poussée sur faire des blagues. Là j'ai mis plein d'exemples à la con d'images que je t'envoie assez souvent par SMS, ou de types de blagues que je te fais assez souvent, à savoir je sais pas, tordre le nom de famille de Bastien, ou faire des images où il apparaît, avec des blagues qu'on a entre nous, mais je vais pas expliquer parce que bon sinon ça perd un peu tout son intérêt. Mais voilà c'est juste marrant parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent, voilà. Ah c'est marrant, tu m'as encore tendu un prix pour la 50e fois cette année, ou c'est marrant parce que je sais pas, on a encore la dialectique de l'homme libre et du prisonnier, ou c'est marrant parce que je dis Bastien Belge pour la 1000e fois et c'est toujours aussi, je sais pas si c'est marrant en fait, mais voilà, moi ça me fait bien rire. Mais voilà comique de répétition, tu fais ça avec ton pote, c'est vraiment ça, y a pas mieux. Ça fait beaucoup rire. C'est vrai que ça marche bien. Donc en ouverture, on pourrait se poser la question, on a dit toutes les choses qui étaient drôles, qu'est-ce qui n'est pas drôle également. Bon ça je suis pas trop étendu dessus, mais c'est souvent ça consiste souvent à faire une tentative ratée de l'un de ces procédés-là. Donc soit par exemple dans le thème d'avoir une référence culturelle, si elle n'est pas partagée par l'auditoire, à savoir que je sais pas, tu racontes une histoire qui vient de t'arriver à quelqu'un, puis en fait ça le fait pas rire parce que c'est pas quelque chose qui la touche. On va avoir également, si tu as une delivery une façon d'expliquer la blague qui est mauvaise, qui est soit trop cryptique, du coup pas assez claire, la personne ne va pas la comprendre. Si on revient sur le comique de répétition, si une blague est vraiment répétée beaucoup trop de fois sans forcément se réinventer, elle va devenir usée, ce qu'on retrouve dans, je sais pas, des templates, des canevas de blagues ou des templates sur internet par exemple, oui. J'ai l'impression que ça peut être pas mal lié aussi à une relation si une private joke en comique de répétition est tout le temps faite par les mêmes personnes et qu'il n'y a que ça peut devenir aussi un critère d'enfermement d'une relation. On base tout notre humour sur toujours cette chose-là. Et que la nouveauté du coup ça peut rapporter autre chose effectivement que juste la répétition de gags. C'est vrai, c'est lié en fait directement au contexte dans lequel est fait la blague. Ouais, je crois qu'il y a un épisode de Bref, pour y revenir dessus, de la saison 1 dans lequel il revoit un ancien pote à lui, et puis en fait au collège il faisait que des références à La Cité de la Peur, le film des nuls. En fait il se rend compte que, je sais plus si c'est peut-être ça, je sais plus exactement, mais vraiment quand il le revoit il dit on fait des citations, des mêmes blagues et tout, puis sauf que ça fait pas mal de temps, donc peut-être que c'était marrant les premières années, mais bon finalement ça s'use parce qu'on sait pas trop le réinventer en fait. Ouais, clairement. Donc non, t'as bien raison, ça rentre dans le thème de user une blague, user un même ressort comique un petit peu tout le temps. Des fois c'est un petit peu, à la longue, au bout de quelques années, ça devient un petit peu embêtant, quoi.
Et dans le même style aussi, qui est référence culturelle non partagée, ce que j'aime bien aussi, c'est d'essayer d'impliquer l'autre interlocuteur dans la blague. Mhm. Des fois, être acteur de la blague, tu vois, une blague, ça peut être Ouais. un mot, mais ça peut être un geste aussi. Ouais. Et du coup, le fait ça permet de créer justement plus facilement de quelque chose sur lequel relater, quoi. Mhm. De créer du contenu, de la... Ah, vas-y, c'est vraiment ma blague parce que j'ai pu la faire avec quelqu'un, tu vois. Ouais, C'est vraiment oui. notre blague. Ah d'accord, tu veux dire construire des blagues à deux de manière vraiment très itérative, on va jusqu'au Ouais. bout comme ça. Ouais, c'est ça, bah c'est Voilà, c'est très des pertinent, petites bah, c'est- réflexions qui me sont arrivées pendant que tu parlais. bah de fou, bah ça relie plusieurs de ces points-là, à savoir le truc de la private joke, celui de la répétition et de toujours savoir se réinventer finalement. Ouais non, c'est ça, c'est... Parce que pour moi, ça dépend aussi de l'état émotionnel dans lequel t'es quand tu fais une blague, pour Mhm. la recevoir. Donc forcément, une blague peut super bien marcher à quelqu'un qui est dans l'optique de rire, par Mhm. rapport à quelqu'un qui serait, je sais pas, qui a d'autres trucs dans la tête et qui est préoccupé par son taf, son chien et ses gosses. Mhm. Mais oui, où est-ce que je vais là Ah oui, c'est ça. Et du coup, ça crée pas le même ressenti, je trouve, de laisser les personnes s'approprier la blague. Parce que du coup, Mhm. ça met plus du tout dans la même logique. Juste consommateur de la blague, mais aussi. Vas-y, j'arrive à faire rire aussi, donc il y a ce côté de. Bah, ça te donne plus envie de mettre de l'énergie dedans et d'être plus ouvert à l'humour. Ah d'accord, Voilà. ça marche, du coup je continue en fait, c'est ça. Ouais, un Je suis peu, mon ouais. propre public un petit peu. Hmm. Enfin pas forcément, je suis mon propre public, mais voilà quoi, j'ai des retours positifs du fait que les blagues que je fais c'est marrant, et du coup je vais continuer, puis ça me donne plus de plaisir, ça donne plus de plaisir à la personne en face. C'est Ouais, cool. c'est un peu une forme d'ouverture empathique, quoi. Mais- Ah ouais, de fou. Ouais, là, c'est vrai qu'il y a toute une question, mais ça encore une fois, j'ai pas lu de bouquin là-dessus, mais qui parle que bah, l'humour c'est avant tout un processus qui est social. Bah, que voilà, tu fais rarement des blagues pour toi tout seul, enfin ça peut arriver, mais c'est quand même vachement autiste. Que souvent, ouais, c'est des blagues qui sont bah, soit pour un auditoire, C'est vrai. soit pour un pote, un ou plusieurs potes, mais que c'est avant tout quelque chose de social. Si tu fais une blague devant un auditoire qui rit pas, bah, la blague va être considérée comme un flop, alors que si tu la fais vers un auditoire qui est plus réceptif pour X ou Y raison, et Ouais. qui marche, bah là, par la réaction sociale, ta blague va être considérée comme bonne, en fait. D'ailleurs, je me suis permis de hijack un peu le Mm. moment pendant cette slide-là. Je sais pas s'il y aura un autre moment après on pourra discuter, mais... Ouais, juste comment dire la dernière fois sur ce que tu viens de dire, là, sur le fait de faire des blagues pour soi. Mhm. Franchement, moi, je trouve ça ouf d'arriver à me dire que des fois, j'arrive à me faire rire. Ouais. Mais c'est vraiment Bah. très rare. Pour moi, c'est très précieux, ce genre de moment. Ah bon, ah d'accord. J'arrive à me faire rire moi-même d'un truc... Mhm. Parce que je trouve que ça... Je sais pas, peut-être que ça me reconforte dans des choses dans lesquelles ça me remet en phase avec moi-même, en mode qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce qui me fait rire. Mhm. Mais ce genre de moment, pour moi, c'est rare. Tu vois. Ouais, d'accord, Je sais pas à d'accord. quel point toi, tu... Ouais, bah c'est vrai que souvent. souvent en fait en général quand tu fais des blagues qui te font rire, il y a assez peu de bah déjà si c'est assez rare d'une part et même dans ces cas très précis est-ce que c'est rare de faire des blagues qu'il y a vraiment juste toi que tu peux les comprendre ou est-ce qu'il y a un tel qui peut vraiment ce mec là en particulier ou cette meuf là en particulier qui peut quand même en rire. C'est encore un autre truc. Ouais. Ouais, ça c'est encore une autre chose, ouais, c'est vrai. Peut-être que plus ta blague est exclusive, plus il y a des chances qu'elle soit drôle. Je sais Mhm. pas à quel point c'est vrai. Ça. Bah justement, ça c'est visé sur le fait d'avoir toucher un point sensible de l'auditoire. C'est que ça, c'est, je sais pas, un pote en études, lui vraiment des fois il faisait des montages vidéo ou des formats d'expression de blagues qui étaient hyper shadés, vraiment il passait un temps fou dessus, mais juste pour qu'il y ait deux personnes qui la comprennent. Et en fait vraiment il disait que ouais, le ratio effort fourni contre le nombre de personnes qui vont en rire, il est vraiment il est exceptionnellement haut, mais justement c'est ça qui rend ça encore plus drôle. Parce que putain le mec il a passé je sais pas une heure à faire son truc, alors qu'il y a personne qui va le comprendre. Moi je trouve ça trop marrant quoi. C'est que justement tu dis bah, je suis capable de, juste pour te faire rire toi, ou pour rire vous deux, Ouais. passer un temps fou de craft mon machin quoi. Un peu comme un père si on avance. C'est ça ouais, exact. Bref. Ça c'est pour un autre projet. On en parlera dans ce Vous attendrez de ça parler dans peut-être 5 ou 6 ans. Voilà. Bon, du coup, attends, Vas-y, tu peux conclure. dire. Ouais, du coup, nanana, ou alors. Ouais, ça, ouais. J'ai évité le mot différent, bref. Du coup, voilà, bah, en conclusion, bah, en ce qui me concernait, bah, c'était un chouette exercice un peu intellectuel, enfin, avec des guillemets, de savoir identifier mes propres mécanismes de ce qui me fait rire et de ce qui fait rire les gens quand je fais ce type de blague, par exemple.
voilà, donc on dit souvent que, bah, comme on le dit avec Bastien, qu'on est vraiment son propre public également. Et en fait, savoir ce qui nous fait rire à nous, bah, c'est quelque chose de, en ce qui concerne mon interprétation, quelque chose de nécessaire pour savoir ce qui fait rire les autres. Voilà. Merci à tous. Tac, voilà, du coup, je sais pas, voilà, si vous avez des questions, moi du coup je vais m'absenter pendant quelques petits instants. Si tu as des questions pour plus tard, tu me dis. Ouais. Voilà, je reviens dans. Je suis ici, je reviens dans 2 minutes. Salut. Voilà, bonjour Bastien, bon, j'espère que cette vidéo saura te trouver à temps. Voilà, écoute, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais donc, je suis enchanté, c'est le sac du futur. Voilà, en fait, ces derniers temps, la situation politique en France s'est grandement embrasée. Voilà, depuis quelques semaines, les fascistes sèment la terreur dans le pays. C'est la guerre civile partout en France. Mais voilà, la situation est vraiment critique, mais heureusement, toi, depuis le passé de 2025, j'ai pas le temps de t'expliquer tout. Voilà, tu es le seul à pouvoir empêcher tout cela d'arriver. Donc voilà, le plan est vraiment très simple, je l'ai écrit sur ce petit bout de papier là ici. Voilà, que tu devrais normalement trouver Sous l'ordinateur. Là, sous cet ordinateur. Ah Donc ouais. surtout voilà, n'oublie pas, l'avenir du monde dans tes points, il faut que tu lises sur ce qu'il y a sur ce papier. Voilà. C'est une misère. Non. Tu Bastien, ce papier te trouve. Merde. Non. Oh non. Tiens Bastien, tu veux un fruit? Oh merci, t'as ramené des fruits. Alors comment ça va? Ah, je viens d'apprendre une nouvelle terrible. Ah bah merde, J'en parlerai dans quelques mois. qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si je dois garder le secret. Mais... je suis... T'as vu Shining? Le film de Kubrick? Ouais. Ouais, vas-y. Red Rum, tout ça. Est-ce que tu vas me montrer le papier que tu as trouvé, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il s'agit d'un mot que m'a délivré le Zach du futur en une époque où le fascisme règne à la terreur. Et voilà ce qui est super important que je ne dois absolument pas oublier. Tu es Bastien Edrem. Bastien Edrem. Bastien merde.